Bonsoir et merci d'être venus. Merci beaucoup à vous quatre d'être là et notamment Nelly et Eric d'être venus alors que vous venez tout juste d'ouvrir une exposition il y a quelques jours, c'est ça? Absolument. Ouais. Ouais. Dans le Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne, à Montflanquin. Et après avoir aussi présenté 2 expositions qui se sont enchaînées en Bretagne, donc au centre Guinzegal à Guingamp. Exactement. Et à la passerelle à de Brest. Donc ça fait beaucoup. Et vous m'aviez dit que vous aviez beaucoup de travail. Et donc je les remercie tout particulièrement d'être là ce soir. Merci beaucoup. Je vais présenter Nelly Monnier, qui est avec le pull blanc. Nelly Monnier a passé une enfance rurale et fait des études de cinéma. Elle est sortie diplômée des Beaux-Arts de Lyon en 2012. Dans son travail, peinture, dessin, éléments en volume et récits se mêlent pour aborder les rapports entre l'architecture, le décoratif et le paysage. Sa pratique se nourrit de ses nombreux voyages de proximité. Elle va dans des villes moyennes françaises et les villages, donc c'est pas des voyages à l'autre bout de la terre. Des voyages lors desquels elle collectionne des éléments de paysage pour composer ensuite à l'atelier. Elle mène avec Éric Tabuchy le projet de l'Atlas des régions naturelles dont il sera question ce soir. Le travail de Nelly Monnier fait l'objet d'expositions et de publications. Je vous renvoie à son site internet pour en voir le détail. Éric Tabuchy, après des études de sociologie, où il découvre l'œuvre d'Auguste Sander, qui visiblement vous a marqué. Éric Tabuchy commence son travail de photographe tout en réalisant des installations. En 1999, avec d'autres artistes, il fonde à Paris le collectif Glassbox. Son travail s'articule autour de notions de territoire, de mémoire et d'identité, où les typologies architecturales prennent une place majeure. Il publie en 2018 l'Atlas of Forms chez l'éditeur Poursuite, rassemblant et classant des photographies de formes architecturales les plus diverses. Depuis 2007, il se consacre à la réalisation de l'Atlas des régions naturelles, projet qu'il réalise avec Nelly Monnier et qu'il entend terminer en 2024. Si tout va bien. On a explosé le score. Enfin, c'est une longue entreprise. Je vous invite également à voir sur son site le détail de ses publications et références d'exposition. Océane Ragoussi est architecte et curatrice indépendante. Ses travaux prennent la forme d'articles, d'entretiens, de livres, expositions, programmations, auto-édition et fanzines, conférences et projets d'écriture collective. Elle a été co-commissaire de l'exposition La beauté d'une ville qui vient de se terminer au pavillon de l'Arsenal. Elle est également éditrice associée au quotidien d'idées AOC. Aurélien Moll, diplômé de l'école du Louvre en histoire de la photographie, Aurélien Moll a poursuivi son cursus à l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles. Volontairement éclectique, Aurélien Moll intervient sur plusieurs terrains professionnels et artistiques. Autour du travail plastique, ses pratiques se croisent et se répondent dans ses activités de critique d'art, de photographe d'exposition et de commissaire d'exposition. Entre autres, parce que j'ai cru comprendre que vous faisiez aussi beaucoup de choses, comme du montage. Son travail a fait l'objet d'expositions personnelles et collectives, et je vous invite aussi à voir sur quel site on peut voir vos travaux. Contenant.net. Contenant.net. Je vous passe la parole, merci beaucoup. Bonsoir. Très rapidement, merci aux gens qui sont présents ici ce soir et merci à la Maison de l'Architecture et à la Cité. C'était un piège. Merci pour cette invitation qui nous touche doublement, d'une part parce que évidemment on a tout un groupe de gens qui nous suivent qui sont largement associés à la pratique de l'architecture. C'est comment dire, une sorte de clan silencieux qui nous observe à distance, probablement parce que l'architecte de nature est une personne très occupée, et on sait ce que ça veut dire parce que nous-mêmes sommes assez occupés. Donc on le sait juste parce que
beaucoup de nos livres, notamment l'Atlas of Forms, a été acheté par des architectes. Donc, merci beaucoup à la Cité de l'Architecture pour cette invitation. L'autre raison, c'est que enfant, j'avais cette lubie d'être architecte plus tard. Quand on me demandait quel métier je désirais faire, je disais architecte. Ça me semblait être une manière de contourner la question de l'avenir pour un enfant de 7 ou 8 ans. Je ne savais pas ce que ça voulait dire architecte, mais je savais que c'était lié à la construction et j'étais passionné par l'idée de la construction, de l'idée de l'abri, de quelque chose qui vous rattache à un sol. Donc, pour ces deux raisons, un grand merci à la Cité de l'Architecture. Je ne sais pas, Nelly, si tu veux rajouter quelque chose. Bon. On va pouvoir commencer. Alors, on commence cette présentation très rapidement. Je voulais présenter la soirée en commençant par l'interface du site Atlas des régions naturelles. C'est pas le site, c'est une capture d'écran, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'activer, c'est juste l'image de la homepage du site. Et une chose saute aux yeux, c'est que effectivement la page est divisée en deux. Et elle rend compte d'une chose qui est importante, c'est que l'Atlas des régions naturelles est une entité bicéphale, on va dire, composée de Nelly et de moi. Bicéphale parce qu'elle a une partie qui est illustrée par la carte, qui est une partie géographique, et l'autre partie qui est illustrée par des listes de mots, qui est un peu ma contribution, on va dire. Moi, je travaille de manière typologique, et c'est la complémentarité de ces deux parties qui débouchent sur l'Atlas des régions naturelles. Alors, je vais commencer par typologie territoires franchisés. Donc ça, c'est ma partie. On va dire c'est ma contribution. Depuis 20 ans, je documente le territoire en photographie. Le territoire, quand je dis le territoire, ça concerne beaucoup les marges du territoire, c'est-à-dire des lieux qui sont à la limite de l'urbain et du rural. C'est important parce que tout le projet de l'Atlas des régions naturelles vise à resituer ce clivage. Donc j'ai commencé en photographiant des stations d'essence. C'était une référence, on va dire, à une double parenté qui est d'un côté les Béchers pour les typologies et de l'autre côté Ed Ruscha, par exemple, pour la dimension pop art, on va dire quelque chose qui est plus rattaché à l'art d'outre-Atlantique. J'ai continué parallèlement aux stations-service à photographier des bords de route. C'est-à-dire qu'évidemment, la relation qu'il y a entre une station-service et une route, elle est évidente, mais autour de la route, il y a tout un tas d'objets qui apparaissent et qui sont, pour moi, très liés à la culture cinématographique, à la culture américaine. À cette époque-là, j'étais encore très influencé par la photographie américaine, par la pop culture américaine. C'était une culture que, personnellement, j'avais bricolée et qui était avec le recul assez naïve, c'est-à-dire qui amalgamait des choses qui venaient à la fois du cinéma, de la musique, de la littérature, mais d'une manière plutôt superficielle et plutôt, comment dire, comme des choses qui s'étaient imposées à travers le blitzkrieg, enfin, la force de frappe de la culture américaine. Quand on est enfant, on a l'impression que ça vient de nous, mais en fait, voilà, c'est des choses qui s'imposent à nous plus qu'elles viennent de nous. Je continue rapidement avec une série de restaurants chinois qui sont des buffets à volonté. C'est une série importante parce que
pour la première fois, en m'éloignant un peu des stations-service, je m'attaque à une chose qui m'est plus personnelle. Je suis moitié japonais, moitié danois, et donc la question de la façon dont une culture s'adapte à une autre culture, de la manière dont tout ça s'hybride, de la manière dont il y a les cultures interfèrent et s'interpénètrent. Voilà, cette série raconte d'une manière assez indirecte, mais très forte, la question de l'adaptation et de l'hybridation culturelle. Donc c'est une série qui est toujours en cours. Je suis toujours très content, quand je traverse une petite ville, de croiser un buffet à volonté. Ils sont en train de muter, c'est-à-dire que cette œuvre a déjà un caractère presque historique parce que les devantures rouges sont devenues trop voyantes, trop vulgaires dans le paysage des zones commerciales, ce qui fait que le gris, comme on a pu le voir sur la photo précédente, est en train, très doucement mais sûrement, de chasser le rouge. Et la cuisine japonaise aussi, les wok, les sushis, etc., sont une concurrence difficile pour les buffets froids chinois. Je continue avec une série qui s'appelle Pastoral Graffiti, qui est une série de granges taguées. Donc je passe toujours une photo seule, puis une série, pour toujours restituer le travail dans cette pratique typologique qui est un peu ma marque de fabrique, on va dire, ma contribution en tout cas à l'Atlas des régions naturelles. Ça aussi, c'est une série importante parce que à partir de ce projet, je me suis vraiment posé la question de comment il y avait une sorte de lutte d'influence entre la ruralité française et le fait que les cultures urbaines petit à petit déborde sur les campagnes, et ça m'a semblé très intéressant de voir comment des taggeurs s'éloignaient de leur base pour taguer des hangars agricoles. Ce qui est intéressant, c'est que là on ne le voit pas, mais le hors-champ, c'est souvent une autoroute, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée que c'est des marquages de territoire et qu'un marquage ne vaut que s'il est vu. Donc voilà, ça repose différemment la question de la frontière, de la question de l'appartenance à un milieu ou à un autre, à une culture ou à une autre. C'est une variante en fait, c'est un complément, on va dire, de la série des restaurants chinois. Une dernière chose importante, avant-dernière chose importante, je photographie exclusivement la France. C'est quelque chose qui a mis du temps à s'imposer. Avant, je voyageais à l'étranger, je prenais des photos. Et chaque fois que je revenais, je regardais les images. J'étais plutôt content de voir qu'elles retranscrivaient à peu près fidèlement l'impression que j'avais eue sur le moment. Mais elles me semblaient être des photos prévisibles dans le sens où quand on va en Amérique, quand on va en Corée, quand on va au Japon, on est évidemment frappé par la première impression, mais la première impression, c'est la même que tout le monde a finalement. Et j'étais étonné de voir que je ramenais finalement des choses qui étaient des purs clichés. J'ai mis du temps à accepter cette réalité que j'allais refuser de prendre des photos à l'étranger pour me consacrer au territoire que j'avais sous les yeux, qui est un territoire qui me semblait beaucoup plus ordinaire et beaucoup moins facile à photographier parce que c'est un territoire qui est empreint de banalité et de quotidien, et ça me semblait difficile. Mais très vite, je me suis pris au jeu et je me suis intéressé à cette question du dépassement de l'ordinaire et de la banalité. Donc, je ne photographie jamais je ne prends jamais de photos à l'étranger. L'Atlas des régions naturelles est évidemment une conséquence directe
cette décision. La dernière chose, pour présenter ma contribution à l'Atlas, c'est l'importance de l'Atlas of Forms, qui est un livre, je pense, que beaucoup d'architectes connaissent, qui est un livre qui a une histoire qui est intéressante parce qu'il est issu d'une longue période d'immobilité forcée. Et dans cette période, j'ai utilisé l'Internet comme une voiture, c'est-à-dire un moyen de me déplacer. Et j'ai collecté des milliers de photos que j'ai publiées sur un site, Atlas of Forms, qui classait toutes les formes de l'architecture à partir de 16 critères très basiques, rond, carré, triangle, polygone, lourd, léger, etc. Et cette expérience a été très importante. Là, ce sont des photos de l'Atlas des régions naturelles, mais le principe est le même, c'est-à-dire de classer des photos à partir de formes très simples. Cette expérience a été vraiment déterminante parce qu'elle nous a convaincus de la pertinence qu'il y avait à publier un travail conséquent, puisqu'on savait en commençant l'Atlas des régions naturelles que ça nous embarquait sur un terme assez long, de le publier exclusivement, en tout cas en priorité, sur l'Internet. C'est-à-dire que c'est une contribution publique, consultable par tout le monde. Initialement, toutes les photos de l'Atlas des régions naturelles étaient libres de droit et téléchargeables, mais pour des raisons de frais d'hébergement, on n'a pas pu prolonger cette expérience. Mais tout le monde peut les utiliser pour des mémoires d'architecture ou d'autres choses. Et ça pour dire que voilà, l'Atlas of Forms a été une brique importante dans la construction de l'Atlas des régions naturelles. Il en reprend d'ailleurs un terme. Et brièvement, voilà, c'est un peu cette espèce de maturation qui a été, là je le fais court, mais qui a été très longue. C'est-à-dire que la première photo qu'on a vue de la station d'essence rouge a été prise il y a une vingtaine d'années. Et pour arriver à l'Atlas des régions naturelles, il a fallu tous ces détours très longs, et détours très longs qui n'auraient abouti probablement à rien si elle n'avait pas débouché sur la rencontre avec Nelly Monnier, qui, elle, apporte la seconde partie de cette entité bicéphale dont je parlais au départ. Bonsoir. Eric dit souvent, quand on parle justement de ce double jeu entre géographie et typologie, que je suis très française, contrairement à lui, qui a des origines danoises, japonaises, qui a grandi en périphérie, dans un univers qu'on pourrait dire assez impersonnel ou en ville. Tandis que moi, je viens plutôt d'un milieu rural, familial, avec une vie, ou en tout cas une adolescence très locale. Mais pour autant, jamais je me suis vraiment identifiée à une nation, en l'occurrence la France, ni même une région administrative, et encore moins un département. Mais en revanche, j'ai développé une sorte de territoire personnel dont j'ai l'impression d'être presque une émanation, en fait, un territoire donc qui est dans le département de l'Ain. Voilà, on est dans le Revermont. En fait, pour moi, j'avais mis ce titre d'histoire d'échelle parce que c'est très important dans le projet de l'Atlas des régions naturelles, ce découpage très local, très petit. Pour moi, mon périmètre personnel dont je parlais à l'instant, c'est un périmètre déjà de mon village au départ, qui a ensuite évolué au fil des modes de déplacement que j'ai découverts. Le VTT, comme beaucoup de jeunes à la campagne, les bus scolaires qui m'emmenaient au collège, au lycée. Et puis surtout, le moment où j'ai enfin passé mon permis de conduire et où j'ai eu ma première voiture, et ce qui a considérablement élargi ce périmètre, et qui m'a permis aussi d'aller étudier aux Beaux-Arts de Lyon pendant 6 ans,
où j'ai développé un travail en fait surtout pictural et aussi écrit autour de mon environnement, de l'environnement dans lequel j'avais grandi, le milieu rural, mais aussi plus largement sur l'architecture et notamment l'architecture de loisirs, de soins, et la façon dont cette architecture essaye de se fondre ou au contraire de s'imposer dans un paysage. Voilà. Et puis ensuite, je suis revenue dans le département de l'Ain, suite à tout un tas de péripéties, en même temps qu'une amie d'enfance, Gaëlle Delors, qui est photographe et qui partageait cette même expérience de ce territoire. Et ensemble, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un travail photographique sur cette région, enfin sur cet ensemble de régions, d'essayer de comprendre pourquoi on était autant attaché à cette région, pourquoi on avait l'impression de dépendre de certains paysages et même de certains bâtiments, et de voir comment des repères qui pour nous étaient très personnels en fait s'avèrent être des repères communs. Enfin, je me souviens d'un jour où j'ai dû prendre un bus de la SNCF entre Lyon, Ambérieu, Ambugey et Bourg-en-Bresse, et où on était peu dans le bus et on s'est mis à l'avant et on a commencé à commenter tous les bâtiments qui étaient au bord de la route, et on s'est rendu compte que voilà, c'était des sortes de balises à la fois dans l'espace pour nous repérer et puis à la fois dans le temps. Enfin, ça ponctuait véritablement nos histoires personnelles. Donc on a commencé cet archivage comme une espèce de time capsule en fait, en se disant bon, on va faire un état des lieux du périmètre qui est le nôtre, et puis qu'on pensait aussi quitter peu de temps après. Et puis on verra ce que ça donne. Et donc on a dessiné ce périmètre sur une carte routière, et puis on s'est dit que pour classer les photographies qu'on allait prendre sur ce périmètre, il allait falloir trouver un découpage géographique cohérent. Et c'est là qu'on a pensé à des mots qu'on utilisait sans vraiment savoir à quoi ils correspondaient. Le Revermont, le Bugey, la Plaine. Enfin, pour nous, c'était des notions très claires en termes géographiques, mais on n'avait pas conscience qu'il s'agissait de régions naturelles et qu'en fait, c'était un découpage national, historique, très important. Donc, on a utilisé ce découpage des régions naturelles qui s'est avéré ensuite très important quand j'ai rencontré Eric, pour 3 points. À la fois pour donc l'échelle, la dimension de la région naturelle, qui est en fait assez réduite. Il y a à peu près 5 ou 6 régions naturelles par département français. Donc ça permet une plus grande facilité de compréhension. Voilà. On trouve une certaine cohérence et puis c'est plus facile à parcourir en voiture aussi en une journée. On sait très bien qu'on peut faire le tour d'une région naturelle. Et pour les habitants, c'est aussi une notion qui reste encore importante. Enfin, on reviendra là-dessus. Et aussi, il y avait quelque chose de très important dans cette notion de région naturelle pour l'ARN, c'est que c'est un découpage qui permet de nommer chaque morceau du territoire français. En fait, ça vient aussi en réaction à la notion de territoire qu'on utilise beaucoup. La résidence de territoire, le projet de territoire, les territoires qui sont une manière un peu de faire disparaître les particularismes, les infractuosités du pays, qui certainement a remplacé le terme de province qui est vraiment qui est assez connoté, quoi. Et voilà, le découpage de la région naturelle, il permet de nommer, de tout nommer en fait. Il permet de tout situer et de faire exister le moindre petit morceau du puzzle. Donc, je vais essayer de vous présenter très rapidement en fait 5 régions naturelles qui sont en fait celles qui font partie du territoire du projet que j'ai réalisé avec Gaëlle Delors, qui s'appelle le secteur lambda, j'ai oublié de le dire, et qui comprenait 5 régions. Donc les photographies qui est présente à l'écran, c'est le Revermont, région dans laquelle j'ai grandi, et qui, comme son nom l'indique, est le revers d'un mont. En fait, c'est les premiers contreforts du Jura qui sont le long de la plaine bressane. C'est une région, voilà, tout en vallon, aujourd'hui très boisée, mais avec un petit peu d'élevage. Enfin, pour moi, c'est un peu la région de la débrouille.
C'est la région dans laquelle donc j'ai grandi et dans laquelle se trouvaient mes grands-parents maternels et paternels. Et voilà, c'est très isolé. C'est assez étonnant de voir comme à 20 km près, il suffit de passer un mont et en fait, une région, on se retrouve très isolé. Donc c'est des villages très imbriqués comme ça, petites fermes, granges, étables, où on faisait un peu de tout, un petit peu de vin, pas exceptionnel, un peu de céréales, un peu d'élevage. Voilà. Cette région, elle se prolonge au-delà de la frontière du département de l'Ain, du côté du Jura, dans une région qui s'appelle la Petite Montagne, qui donne encore plus cette impression d'isolement, mais qui en même temps est pour moi un peu un lieu du repos ou de la douceur. Enfin, traverser la Petite Montagne en fin de journée, c'est un des trucs les plus agréables qui puissent m'arriver. Ensuite, quand on traverse la rivière d'Ain, on arrive dans le massif du Bugey, qui est divisé en bas et haut Bugey. Alors le bas Bugey, normalement, c'est la partie sud et le haut, la partie nord. Mais en fait, il conviendrait mieux de parler, il me semble, d'altitude. Donc le bas Bugey, ce serait plutôt les premiers coteaux, où on fait un vin qui s'appelle le Cerdon, qui est assez à l'image de la région pour moi, où c'est un petit vin pétillant, très sucré, un peu foufou comme ça, mais qui n'a pas de très grande qualité en termes de vin, mais qui est très agréable. Voilà. Avec pour moi, c'est la région chaleureuse, accueillante et qui est quand même ouverte, qui est tournée à la fois vers la Suisse et à la fois vers la plaine de l'Ain, du côté de Lyon. Avec aussi une partie qu'on appelle chez nous la vallée de la misère et qui, sur les panneaux de signalisation, s'appelle la vallée sans brouillard, parce que en fait, les plaines qui sont à côté sont très très humides et très imperméables. Mais par contre, quand on entre dans la vallée, la brume est censée s'arrêter. Et c'est une région industrielle, anciennement industrielle, où il y avait un certain nombre d'industries textiles. Voilà. Ensuite, quand on continue de monter dans le massif du Bugey, on arrive plutôt sur les plateaux, grandes prairies, élevage, et on sent l'influence de la Franche-Comté, les fermes qui deviennent de plus en plus grosses, les greniers géants pour entasser tout le foin qu'il va falloir pour l'hiver. Et puis c'est aussi un peu la région touristique, les baignades en lac d'altitude, le ski, des choses comme ça. C'est aussi une région qui a souffert de la construction de l'autoroute des Titans, qui relie en fait l'axe Lyon-Bourg-en-Bresse à Genève. Autrefois, on empruntait la route de Nantua avant d'arriver à Genève, et donc il y avait les glacières de Nantua, il y avait le lac. Voilà, c'était une véritable étape touristique et qui aujourd'hui est totalement abandonnée. D'où le relais route du Mont Blanc. De l'autre côté du massif, il y a la plaine de la Bresse. C'est une espèce de plaine ondulée qu'on qualifiait comment avant, d'humide et où stagnait tout un tas de maladies, voilà. Et puis qui a réussi à drainer ses sols et à faire pousser du maïs qu'on donne aux volailles, et qui est une des spécialités de la région, et qui a fait la fortune en fait des agriculteurs de cette région. Ce qui fait qu'il y a une espèce d'exubérance dans la Bresse. Enfin, pour moi, c'est la région où on se montre, où on montre un peu sa richesse. Et ça aboutit aussi à une architecture très belle, qui est donc en argile, parfois en briques, pisé, colombage, et puis avec ces toitures très grandes en fait qui permettent de faire sécher le maïs. Ça, c'est l'aspect plus contemporain et plus bling-bling, mais un peu déglingué, quoi, qui est pour moi vraiment très bressant. Enfin, en Bresse, on s'est toujours beaucoup on s'est beaucoup apprêté, on a porté toujours beaucoup de bijoux. Quand on regarde les costumes traditionnels bressans, c'est complètement invraisemblable, et les gens ont des cheminées sur les chapeaux, tout ça. Voilà.
Dans le prolongement de la Bresse, il y a en allant près de Lyon et de la vallée de l'Ain, il y a la région de la Dombes qui, elle, est beaucoup plus boisée, mais pareil, un sol imperméable, donc on a creusé des étangs et on s'adonne à la pisciculture, mais on a aussi creusé un certain nombre de gravières qui sont devenus les lacs où se retrouve la jeunesse locale. Enfin, on va toujours se baigner dans la Dombe. C'est une région où on construit d'une manière assez semblable à la Bresse, mais avec en plus le carron, c'est une brique locale. Voilà. Et donc c'était une briqueterie. Et puis quand on arrive vraiment dans la vallée de l'Ain, on se retrouve sur les grands axes qui relient Berry-en-Bugey et Lyon. Et là, c'est la région des zones commerciales, zones d'activité, zones militaires, grand axe ferroviaire, centrale nucléaire. Là, c'est vraiment l'accumulation du XXe siècle qui est concentrée en un seul territoire, la côtière. Donc voilà, en fait, quand on s'est rencontré avec Eric il y a 7 ou 8 ans, on avait donc cette même pratique de la route, en fait. Pour nous deux, la première voiture était synonyme de liberté, et puis elle nous crée sans cesse de nouveaux territoires. Et tu peux continuer ? Alors, là, on est dans la convergence, et c'est un nouveau, une nouvelle partie de cette soirée qui commence, puisque Aurélien et Océane sont invités à participer. On tenait à ce qu'il y ait une présentation séparée de nous deux pour bien faire comprendre que, effectivement, ces deux entités qui sont parties chacune de leur, qui ont évolué chacune de leur côté, et puis qui se sont rencontrées il y a 7-8 ans. Et effectivement, la pratique de la route, le goût de l'architecture, une certaine, une certaine attirance pour les parties du territoire qui sont peu montrées, qui sont peu documentées, nous a très vite réunis. En fait, très vite, on s'est entendus d'une manière oui, presque évidente, ce qui fait que au bout de 1 ou 2 ans, on avait déjà cette envie de faire quelque chose sur ce territoire. Et quand j'ai commencé à visiter un peu les régions naturelles de Nelly, c'est-à-dire le Revermont, le Bugey et tout, j'ai complètement perçu la singularité de chacun de ces territoires qui pourtant sont tous voisins, qui sont regroupés dans le département de l'Ain et dont j'ignorais tout. Très vite, je me suis mis à les décrypter et à voir que chacun avait des particularités et que quelques kilomètres... Des tempéraments. Des tempéraments, des humeurs. Un peu... chacun était comme une tribu d'enfants qui auraient chacun leur caractère, ou comme les nains, les 7 nains, chacun a son humeur. Et ça m'a très vite inspiré parce que c'était un peu le chaînon manquant dans mon projet de représentation, c'est-à-dire que moi je catégorisais les choses par objet, mais il me manquait un socle où les poser, décrire où ils se situaient. Et la première expérience qu'on a fait il y a 5 ans, donc il y a 6 ans, en 2017, on a commencé dans la Beauce, donc ça c'est la Beauce, tout le monde reconnaît l'aérotrain. C'est peut-être le point de départ, cette ruine de l'aérotrain, c'est peut-être le point de départ de l'Atlas des régions naturelles, dans le sens où on s'est retrouvé dans une région très monotone, plate, sans caractère qui est qualifiée particulier. Comme une des régions les moins intéressantes de France, Ouais. qu'on ne traverse vraiment plus du tout et qui est entièrement consacrée à l'agriculture intensive. Et on s'est retrouvé en hiver de plus dans ce territoire, et très vite, on a compris que ça fonctionnait, cette histoire de territoire, de région naturelle, de photographier, de prendre 50 photos pour chaque entité territoriale.
Et on s'est dit, si ça marche dans ce territoire, quand même, la zapette, dans ce territoire qui est assez hostile, eh ben, ça pourrait très bien marcher ailleurs. Là, j'ai choisi cette photo simplement parce qu'on a commencé en 2017 et que c'était la campagne électorale. C'est amusant parce que cette année, on commence notre deuxième quinquennat. C'est une balise temporelle assez forte. Voilà, ça fait 5 ans qu'on est sur la route à prendre des photos. Et c'est aussi qu'on s'est rendu compte, on était en résidence, à vrai dire, dans une école primaire, accueillie par une mairie, et on s'est rendu compte que le vote principal de la commune était le Front National, et ça a participé aussi à cette espèce de grande énigme qui nous a forcé à faire ce projet, en fait. On a pu constater, on va dire, que moins un territoire était représenté, c'est-à-dire représenté dans l'iconographie, moins il était photographié, finalement, plus le vote FN était présent. Et évidemment, très vite, il nous est apparu qu'il y avait une corrélation possible entre la sous-représentation visuelle et le développement du vote du Front National. Tout ça, on le savait plus ou moins d'une manière intuitive. On voyait bien qu'il y avait des lieux qui étaient très peu représentés, qui vivaient à l'écart des réalités. Mais la Beauce est une région très riche qui n'est absolument pas menacée d'aucune espèce d'invasion. Pour un pourcentage faible de la population. Ouais. Et la raison de se sentir menacé nous a très vite semblé être de l'ordre de l'invisibilisation. Enfin, cette invisibilisation débouche sur un sentiment en tout cas, peut-être pas d'injustice, mais de quelque chose qui relève de ça. Et ça nous semblait important de nous intéresser à ce phénomène. Et la Beauce, elle nous a aussi permis de valider ou de mettre au point le principe de prise de vue, le cadrage avec l'objet centré dans l'image, avec une lumière. Là, il se trouve que c'était l'hiver et que tout fonctionnait très bien, mais une lumière très diffuse qui permet de décrire les matières et la façon dont les architectures sont construites. Donc, tout ça sur un plateau. Évidemment, c'est un protocole qui débouche largement du protocole que j'utilisais précédemment, mais là qui va vraiment prendre tout son sens, c'est-à-dire systématiser un système de représentation qui va permettre de comparer des objets les uns avec les autres, puisque le protocole de prise de vue sera le même. Ça, c'était très important, l'idée d'homogénéité. Si vous avez des remarques à faire, vous y allez. Alors, presque immédiatement après, j'ai été choisi par la Bourse du Grand Est pour faire un travail sur la région Grand Est, qui était un travail ambitieux au départ, qui consistait à essayer de donner une identité à trois régions, l'Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne, qui étaient très réticentes à ce regroupement, et la région a décidé de faire une sorte de data bis à l'échelle du Grand Est. Et donc on est parti dans une autre région qui souffre d'un déficit d'image et qui est souvent représentée de manière assez péjorative. Et donc le fait de passer évidemment de la Beauce, qui est déjà un territoire difficile, à un territoire qui est encore plus difficile dans le sens où il porte les stigmates de la désindustrialisation, ça nous a tout de suite permis de valider d'autres hypothèses, c'est-à-dire le fait qu'il n'y avait pas de territoire ingrat, que tout territoire, dès lors qu'on s'y plonge, a des ressources et que l'iconographie découle de ce constat qu'il n'y a pas de lieu sans sujet. Ça, c'est beaucoup dans le Grand Est qu'on a découvert cette idée que on pouvait généraliser le principe des régions naturelles à tout type de territoire, quelle que soit la réputation dont ils jouissent.
Là, c'est Nancy. Alors ça, c'est une des maisons fortes qui jalonnent les Ardennes, qui étaient des petites fortifications qui étaient intégrées à la ligne Maginot. Alors, c'est important parce que ces ruines de la ligne Maginot nous ont aussi conduit à élargir le registre des choses qu'on représente. C'est-à-dire que très vite, on s'est intéressé à Julien Gracq, au pavillon, au balcon en forêt, à des choses qui étaient des ressources à la fois romanesques et historiques. Et on s'est mis à traîner dans les lisières de la forêt de l'Ardenne en hiver. Et on en est ressorti complètement passionné par des micro-territoires où on s'est mis à documenter toute cette kyrielle de petits bâtiments. Donc, on est passé sur des choses très contextuelles, très précises. Après, on a logiquement dérivé vers l'ouest, dans les territoires du Nord, comme ça, avec la découverte du patrimoine industriel, la suite, les cités ouvrières. Donc là, pareil, des territoires aussi connotés assez lourdement, on va dire, hein, mais avec une strate supplémentaire qui est les deux grandes reconstructions qui qui structurent complètement le territoire. Et ça a été une autre découverte, c'est de voir à quel point l'histoire, à peut-être 20 km ou 30 km, peut laisser ou ne pas laisser des marques. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait intégrer des données historiques dans nos explorations, parce que voilà, ça constituait le territoire. Bonsoir à toutes et à tous. Juste pour comprendre, à ce moment-là, vous savez déjà que vous avez l'ambition de mener ce projet pharaonique à l'échelle de toute la France, parce que peut-être que ce qu'on n'a pas dit, c'est que les régions naturelles, c'est 450 à 500 régions naturelles, à partir d'une délimitation assez particulière des pays, et que c'est des pays que certains connaissent localement, mais qui n'avaient pas été cartographiés très précisément, et que finalement votre travail s'inscrit véritablement dans cette représentation du territoire-là. Je pense que moi, la question que je me pose, c'est à ce moment-là, est-ce que vous savez déjà à quelle échelle s'inscrit le projet, et est-ce que vous savez déjà que vous êtes dans cette entreprise qui va durer donc une dizaine, une quinzaine d'années? Quand on commence, moi, j'arrête toute activité d'installation, de sculpture, etc. Donc, c'est une décision radicale. C'est vraiment une remise en cause profonde de la temporalité de l'artiste contemporain qui est toujours soumis à des échéances très courtes et qui agit dans des termes, très courts. Et moi, j'éprouvais une certaine lassitude vis-à-vis de ça. Et l'idée de construire quelque chose qui va se dérouler dans une temporalité beaucoup plus longue, elle est intégrée. Oui, dès 2017, on intègre cette idée que moi, j'arrête Nelly, c'est un peu différent parce qu'elle est peintre, elle continue de peindre, mais moi, j'arrête toute activité extérieure à l'Atlas des régions naturelles, avec la conscience aiguë que ça va quand même être une course contre la montre, qu'il va s'agir de prendre 25 000 photos en 10 ans, c'est-à-dire 10 photos par jour, tous les jours. Donc, quelque chose qui est contraint par le temps et qui est une problématique intéressante, c'est-à-dire comment survoler ce territoire en profondeur tout en l'effleurant, parce que tout ça doit aller très vite, c'est-à-dire 10 photos par jour, c'est quelque chose c'est un rythme très soutenu, donc on est à la fois dans une précipitation et dans c'est une lente rapidité ou une profondeur superficielle, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais oui, à ce moment-là, dès la Beauce, clairement, vous savez dans quelle échelle se situe le projet. Simplement, on ne sait pas que ça va fonctionner. Le truc étant que c'est encore une hypothèse. L'hypothèse
doit être confirmée empiriquement. Mais avant la résidence dans la Beauce, ça fait déjà 4 ou 5 ans qu'on passe du temps ensemble sur la route, qu'on élargit le type d'objets construits qui nous intéressent, aussi les époques, tout ça. Et, oui, là on est quand on est dans les Cévennes. Il y a eu tout un tas d'étapes en fait. On a commencé avec un découpage départemental. On a même voulu proposer à d'autres photographes de faire une sorte de collectif et de documenter ensemble tout le territoire français. Et c'est vraiment la découverte de la carte des régions naturelles à l'échelle nationale qui est qui va fédérer, qui va construire le. Mais effectivement, c'est un assemblage de coïncidences. Est-ce que ce sont des coïncidences ou est-ce qu'on les a voulues ? Ça, je ne peux pas le dire, mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été une illumination. C'est-à-dire que tout ça s'est construit très laborieusement, il faut le dire. C'est vraiment du travail, de la patience et quelques petites intuitions. Mais quand on arrive dans les Cévennes, il y a 3 ans, ouais. Après avoir fait donc ces régions du Nord d'une manière superficielle, je veux dire qu'on n'a ni fait le Grand Est ni le Nord de manière exhaustive. Quand on est arrivé dans les Cévennes pour un séjour d'1 mois, on a été frappé par le fait que beaucoup de ce qu'on avait mis en place dans le Nord n'était pas opérationnel du tout dans les Cévennes, qui est un territoire très encaissé, très minéral, où isoler un sujet est parfois assez compliqué, et qu'on devrait revoir notre manière de travailler, l'adapter. Et c'était un test intéressant parce que il a permis de voir que déjà entre le Sud et le Nord, il y avait des différences considérables qui sont beaucoup dues à l'absence de traces des 2 conflits mondiaux. Mais aussi à d'autres. Ça a permis aussi de confirmer l'existence en fait de ces régions naturelles qui ont un sol bien particulier, une géologie particulière, et que c'est pour ça que s'y développe un type de bâti avec la pierre ou la terre locale, une agriculture, puis une industrie, puis des commerces, des services qui suivent, quoi. Donc c'est vraiment un retour au sol, parce que je vous ai entendu dire que vous vouliez que l'ambition du projet c'était aussi beaucoup de représenter l'ensemble du paysage français dans toutes ses nuances. Et je pense que la notion de nuance en peinture, Nelly, toi qui es peintre aussi, c'est quelque chose d'assez important pour toi. Comment est-ce qu'on représente les nuances du paysage et le paysage français dans toutes ces nuances ? Par quoi ça passe ? Ce qui est vraiment important pour nous quand on arrive quelque part, c'est de trouver le lien le plus naturel et le plus évident, ouais, entre le sous-sol et le bâti. Là, on a un exemple. Les Cévennes, c'est intéressant parce que c'est à la jonction d'une filière de schiste, d'une partie granitique et d'une partie calcaire. Donc, chaque kilomètre qu'on fait peut vous faire basculer d'un monde à un autre. Et ça nous a confirmé que l'impact du sol dans une région où globalement rien n'a été construit après la Seconde Guerre mondiale, voire après la Première Guerre mondiale, est encore très évidemment lié à cette structure pré-industrielle de la construction. Chaque bâtiment est construit avec la ressource disponible sous les pieds. Et quand on a commencé à documenter toutes ces petites constructions, on s'est dit que c'était comme la brique initiale de l'architecture locale. Une fois qu'on a ces éléments, après on peut s'égarer dans des choses qui vont du kitsch au normatif, etc. Mais on sait qu'on est relié à la racine de l'architecture qui s'est développée dans ces régions. Et le fait est que très vite, on a repéré que chaque région avait Parfois, c'est ténu. En Bretagne, par exemple, ça s'éténue, les différences de style entre les régions naturelles. Mais parfois, c'est très brutal. Ça, c'est juste une question de géologie. Le sous-sol change et
les hauteurs changent, les toitures changent, etc. Et moi qui venais de la photographie de station-service, ça a été assez bouleversant. J'ai grandi en région parisienne, mais dans une ferme, une très belle ferme ancienne du 19e siècle. Et je savais que c'était important pour moi d'avoir été élevé dans cette ferme, mais je l'avais oublié d'une certaine manière, je l'avais rejeté dans cette espèce de frénésie de consommation des signes contemporains. Et en redécouvrant notamment la ferme de la Bresse qu'on a vue tout à l'heure, qui pour moi est peut-être fait partie des plus belles architectures qu'on a en France, j'ai compris qu'il fallait retourner à ses sources. Pour décrire le présent, il fallait remonter à des architectures qui étaient liées à la géologie et à l'agriculture, à des choses qui étaient beaucoup plus anciennes. Et ça passe aussi par une représentation cartographique du sol, alors, ou ça passe par quoi Ça passe par... vous êtes en voiture, vous avez une carte géologique et vous remarquez les convergences entre ce qu'indique la carte et ce que vous voyez, ou c'est une approche qui est beaucoup plus spontanée On a uniquement une carte routière, mais Eric parlait du moment où on a basculé en quelque sorte en s'intéressant à une architecture agricole, alors qu'on venait d'une culture plutôt pop au départ. Et aussi, le second basculement, ça a été de s'intéresser véritablement au paysage en tant que sujet. Et aujourd'hui, Eric disait qu'on prenait 50 photographies par région naturelle. Il y a au moins 3 ou 4 photographies du paysage, vraiment pour qu'on sente cette nuance et ce lent dégradé en fait d'une région naturelle à une autre. Et c'est quelque chose qui est intéressant aussi à parcourir sur le site internet, parce qu'on a cette navigation géographique qui est possible et qui permet de saisir ces différences d'altitude, de végétation. Et le fait de se limiter à 50 images par région naturelle fait que vous avez dès le départ une sorte de typologie de lieux, de bâtiments que vous essayez de remplir, et ensuite vous avez une sorte une dizaine d'images beaucoup plus libres. Enfin, vous êtes donné une façon de fonctionner. L'espèce de dictionnaire qu'on peut voir aussi sur l'interface du site internet, la longue liste de mots-clés qui sert à trier l'archive, on l'a mise en place en accumulant d'abord des photographies pendant peut-être 4 ou 5 ans. Ouais. Donc en élargissant considérablement chaque voyage le champ des objets qui nous intéressaient. Et donc, effectivement, on a un certain nombre de passages obligés. On va dire que quand on longe un grand axe, pour moi, c'est presque inimaginable de longer un grand axe et de ne pas avoir un stand de piscine verticale, par exemple. Ça fait partie des signes incontournables pour une région très rurale, une ferme, une grange, des petits bâtiments agricoles comme ça. Mais le fait est que certaines régions sont tellement enclavées, tellement reculées qu'elles ne contiennent ni vendeurs de piscines, ni stations-service, ni McDonald's, ni supermarché, etc. Donc l'idée d'avoir, on va dire, un bloc de, mettons, 25 images qui seraient communes, qui seraient récurrentes dans chaque région, elle devient inopérante dans beaucoup d'autres régions. C'est-à-dire que si on met la région de Lille, par exemple, la Flandre, en relation avec les Cévennes, il n'y a pratiquement aucune possibilité de passerelle entre les deux. C'est 2 territoires qui n'ont pratiquement rien de commun. Donc, ça va se refléter dans les images qu'on va avoir. Mais effectivement, il y a quand même, on va dire, les paysages qui sont communs, le bâti agricole qui est commun, un certain nombre de petites choses comme la poste, l'école communale, la mairie, qui vont revenir de manière récurrente dans chaque région, parce que à la fois ils sont souvent les débuts de la normalisation architecturale, et en même temps elles ont encore toutes un petit cachet qui les rend singulières. Donc on s'amuse beaucoup évidemment à repérer ces micro-décalages entre une poste cévenole et une poste du Langrois par exemple.
Parce que vous disiez aussi que vous aviez pour ambition de photographier tout ce qui a été construit par l'humain. Finalement, comment on choisit et quelle est l'échelle maximale ou minimale de ce que l'on photographie quand on considère que c'est tout ce qui est construit par l'humain? Alors, on sait que ça va parfois jusqu'à l'échelle du paysage ou de grandes infrastructures, mais quand on touche au tout petit, quelle est l'échelle minimale et l'échelle maximale? Peut-être qu'on va repousser la réponse parce que Aurélien a préparé un certain nombre de questions qui recoupent largement la tienne. Et je crois qu'on répondra, mais avec un tout petit décalage. Là, pour l'instant, on arrive en Haute-Savoie. Haute-Savoie, c'est une résidence importante. Elle commence. Les Cévennes, c'est notre dernier voyage avant le Covid. C'est-à-dire que là, il y a un rideau qui tombe. On va être immobilisé pendant quand même un certain temps. Ni Nelly ni moi pensons à demander une carte de presse, quelque chose une autorisation qui nous permettrait de rouler en France pendant la période du Covid. On l'a beaucoup regretté parce que, en effet, ça nous aurait permis de faire pas mal de choses. Cette résidence en Haute-Savoie commence donc pendant la deuxième séquence du Covid, c'est-à-dire le moment où les restrictions sont moins fortes, mais où les stations de sport d'hiver, tout ça, sont encore désertes. Donc ça, c'est une résidence très importante parce que elle se déroule en montagne, et à travers cette résidence, on va découvrir que notre mode principal d'exploration, qui est la voiture, va se retrouver inopérant et on va se mettre à marcher. C'est-à-dire, moi, c'est la première fois que j'ai monté des montagnes à pied. J'ai dépassé l'altitude de 2500 mètres. C'est ma grande fierté de cette entreprise, c'est d'avoir monté une montagne pendant toute une journée pour ramener une photo qu'on n'a même pas utilisée, tellement elle était ratée, parce que quand on a marché 7 heures, on arrive dans un état de... Eric a des accès d'euphorie en altitude, et ça nuit à la photo. Mais en fait, ça a été quand même une révélation, parce que ça nous a obligés de constater que dans certains endroits, on allait devoir modifier notre méthode de travail qui va basculer du road movie vers la randonnée. La randonnée, ou je ne sais pas comment on dit, la randonnée, on va devenir des clients relativement assidus de Decathlon. Mais c'est aussi une résidence très importante parce que donc on est en Haute-Savoie et c'est un territoire qui superpose tout un tas de réalités très très diverses les unes les autres, et là on balaye un gros spectre des mots-clés présents sur le site internet. Il y a à la fois une présence pastorale, agricole très importante qui côtoie le ski de piste et le ski de fond, le développement du travail du métal dans les vallées, et aussi tout ce flux de personnes qui arrivent à la frontière suisse, en fait, qui est vraiment très impressionnant, et donc forcément l'espèce d'effervescence architecturale plus ou moins réussie qui se développe à cet endroit-là. Et donc voilà, heureusement finalement qu'il y avait ce confinement, parce qu'on a pu circuler très librement dans cette région qui d'habitude est une espèce de foisonnement. Ouais. En tout cas, ça a été l'occasion pour nous de vraiment de pousser en profondeur la réflexion sur l'incidence de l'industrialisation, de la désindustrialisation, de l'arrivée de la société de loisirs, de comment ce département, qui est le département le plus riche de France, contient encore des trésors. On a été très rassurés là-dessus, mais il est aussi en phase de destruction générale, et on a beaucoup... ça nous a beaucoup exalté et en même temps beaucoup attristé de voir comment le loisir
détruit le loisir, c'est-à-dire qu'on casse la chose qui nous réjouit en même temps qu'on en profite, et c'est une condition extrêmement complexe de valoriser, dans certains territoires, on montre des photos en se disant mais est-ce qu'on fait bien de les montrer, parce que d'une certaine manière, on risque de les rendre attrayantes, et en les rendant attrayantes, on va les détruire. Et où trouver le point d'équilibre entre la médiatisation d'un lieu qui mérite de l'être, mais qui, de fait, va se retrouver exposé à l'exploitation par le tourisme. C'est des questions qu'on a éprouvées assez fortement en Haute-Savoie et aussi dans cette résidence dans les Côtes-d'Armor. Donc là, on a 2 amers qui sont peut-être, à mon sens, un des plus bel édifice qu'on peut trouver en France. C'est un point de visée pour les navigateurs. Donc il faut aligner un autre amer et le mettre entre les 2 amers. C'est comme une visée de fusil, mais à une échelle de l'architecture. C'est un bâtiment qui nous a conduit à documenter tous les amers qu'on trouve en Bretagne et qui nous a obligés à se confronter à une autre contrainte qui est la contrainte des marées, de la marche à pied, de la marée, de quelque chose dont on ignorait tout jusque-là, qu'on ne peut pas venir photographier un amer qui est loin de la côte si c'est marée haute. Et donc, la découverte d'autres contraintes qui venaient s'ajouter aux contraintes que nous-mêmes nous fixions, ça a fait de ce séjour quand même un séjour très riche en termes de découverte on a beaucoup marché, on s'est mis à considérer les caps comme des sommets horizontaux. Et c'est intéressant de faire le parallèle. On faisait des allers-retours entre les Alpes et la Bretagne. Et très vite, on s'est mis à considérer les Alpes comme une version verticale de la Bretagne. Et les obstacles sont à peu près les mêmes, sauf que il y a les marées, il y a la boue, il y a la tempête, etc., qui vient s'intercaler là-dedans. Ça, c'est une maison d'un milliardaire suisse, je crois, qui a été abandonné. C'est peut-être l'édifice le plus singulier qu'on ait pu trouver en Bretagne, parce qu'évidemment, documenter la Bretagne, c'est se confronter très largement à l'urbanisation normative. Et ça a été aussi une vraie question. Comment documenter l'espèce de foisonnement, enfin de développement complètement fou de la bordure côtière en Bretagne. Le repère, tout à l'heure je parlais de repères personnels qui sont en fait des repères communs. Enfin, c'est vraiment un registre très important dans l'ARN. Tous ces objets qui servent soit à se repérer sur le terrain, soit à se démarquer en bord de route. Et c'est bizarrement, il y a des objets qui essayent architecturalement de se démarquer, et puis il y en a d'autres qui ont une sorte d'aura ou une sorte de petite magie comme ça, de disposition, ou suivant l'endroit où ils sont placés, qui vont en fait devenir des espèces de bornes dans les régions. Et en fait, on s'est rendu compte quand on a lancé le site internet de l'ARN qu'on avait beaucoup de retours de la part de gens divers et variés qui reconnaissaient vraiment ces objets et qui s'identifiaient beaucoup à eux et qui avaient tout un tas d'anecdotes à développer. Très rapidement, on a fait une petite section qui s'appelle « Inventaire, tous les lieux, tous les objets », parce que c'est important de préciser que l'Atlas des régions naturelles fonctionne sur un aspect quantitatif, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'images et résumer ce travail en 50 images, comme ça devait être le cas ce soir, ça nous semblait compliqué. Donc j'ai juste compilé un certain nombre de petits objets des cinémas d'entre-deux-guerres,
Puis ça explicite aussi qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le choix des objets photographiés. Il y a des objets qui sont très modestes et des objets qui sont plutôt de l'ordre du patrimoine. On y reviendra avec Océane. Donc il y a à la fois ce découpage géographique qui uniformise d'une certaine façon, mais de manière à montrer toutes les variétés, toutes les nuances. Et puis il y a aussi ce grand champ de sujets. Donc voilà une quantité d'objets classés qui est vraiment considérable. Il y a beaucoup de choses très différentes les unes des autres. On a intitulé le chapitre tous les objets, tous les lieux, tous les objets. C'est important, il me semble, parce que ça définit une mission qui est à la fois politique, qui est à la fois utopique, parce qu'évidemment c'est impossible, et à la fois poétique, parce que la surcharge d'objets répétitifs conduit à une sorte d'hypnose et de transe qui n'a plus rien d'objectif, qui nous éloigne de l'objectivité. Et ces trois adjectifs politique parce que évidemment tout montrer de manière égale, c'est-à-dire une PME, du secteur tertiaire, des loisirs, des discothèques, des églises modernes, des stades, les montrer toutes sans établir de hiérarchie, mais par contre en leur consacrant le même soin, en faisant des portraits. Moi, je pense qu'on photographie l'architecture comme le portraitiste travaille, c'est-à-dire avec beaucoup de soucis, de compréhension, de respect avec son sujet. Et ce qui je crois, émarge de notre travail, c'est qu'il y a un respect pour ce qu'on photographie, quel qu'il soit, quel que soit le sujet. Pour l'instant, l'Atlas des régions naturelles, c'est 15 000 images, c'est beaucoup de sujets, beaucoup de formes, beaucoup d'objets différents qui racontent la diversité de l'architecture, comment quelques fonctions abriter, loger, abriter le culte, abriter le travail, abriter la défense, etc. Une dizaine de fonctions se retrouvent à produire une infinité de formes. Et pour nous, c'est un projet politique en ce sens que c'est vraiment l'éloge de la diversité, de la différence et de la complémentarité de toutes ces formes. Moi, je trouve que votre projet se singularise d'autres projets qu'on peut connaître historiquement, comme la mission héliographique de 1851, auquel ont participé des photographes très renommés comme Le Gray ou Bayard, ou plus récemment la mission photographique de la Datar, qui était une commande donc faite par la délégation de l'aménagement du territoire et de l'action régionale, qui a fait appel à des photographes pour photographier non pas en vue d'avion, ce qui était un peu le mode de représentation du paysage utilisé pour l'aménagement du territoire, mais en demandant justement à des artistes d'aller photographier à échelle humaine ce qu'était le paysage français. Mais ce qui est intéressant dans votre projet, c'est qu'à la différence de ces deux autres projets-là, il n'y a pas de commanditaire. Enfin, vous êtes vos propres commanditaires. Ce qui veut dire aussi que les motivations que vous devez avoir, c'est votre propre motivation. Et je pense que c'est assez important d'être au moins deux dans ce type de projet, parce que justement, il y a une sorte de phénomène d'entraînement. Donc ce soir, je vous ai posé 14 questions à peu près, en vous demandant de répondre chacun de façon individuelle, sans consulter l'autre. Et donc, voilà, les questions que je vous ai posées, la première question, c'était quelle était la première image d'architecture du projet. Et déjà, on diffère. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir pourquoi vous estimez que le projet commence chacun à partir de ces images. Ce qui est marrant, c'est que Eric a choisi la géographie et moi la typologie pour répondre à cette question. Donc ça écroule totalement ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que le moment où on a commencé à s'intéresser à l'architecture agricole, ça a été un vrai tournant dans le projet. Et voilà, la photographie qu'Eric a prise de cette ferme un jour dans la Bresse, pour moi, c'est un véritable moment charnière, en fait.
J'ai choisi le grand silo de Patay, d'une part parce qu'il a été démoli depuis, mais ça je le savais pas quand je l'ai photographié qu'il allait être démoli. C'est surtout parce que dans cette Beauce que je découvrais, qui me semblait être essentiellement composée de pylônes électriques, de lignes à tension et d'éoliennes depuis peu, la découverte d'un édifice de cette taille et de cette qualité m'a complètement bouleversé en fait. À partir du moment où je suis tombé là-dessus sans aucun signal qui m'avait préparé, je me suis dit, ben voilà, ce choc-là peut advenir à tout moment, dans tout lieu, et ça a été une grande motivation pour moi parce qu'évidemment, croiser des choses ordinaires, c'est une chose et c'est intéressant de photographier l'ordinaire, mais dans un processus aussi long, il faut que ponctuellement l'extraordinaire surgisse aussi. Ça nourrit l'enthousiasme, ça met du carburant dans le moteur. Et ce bâtiment, pour moi, ça a été vraiment le premier bâtiment pour lequel je me suis enthousiasmé, précisément parce que il n'a laissé aucune trace dans l'histoire de l'architecture. Il a disparu maintenant et pour moi, c'est vraiment typique de l'injustice en matière de reconnaissance. Et c'était une petite contribution visant à réhabiliter ce bâtiment qui se trouvait à Patay, dans la Beauce. C'est marrant aussi parce que c'est une époque où le brutalisme et l'architecture post-soviétique étaient un peu à la mode. Et il y avait des gros livres qui sortaient en permanence, qui étaient sur les tables des librairies. Et en fait, il suffisait de faire une centaine de kilomètres au sud de Paris pour trouver des bâtiments vraiment complètement incroyables des années 30 jusqu'aux années 60. Et il y a à peu près, je sais pas, une trentaine ou une quarantaine de silos qui sont vraiment des monuments exceptionnels. Quelle image d'architecture vous a posé le plus problème en termes de prise de vue ? Alors je comprends assez bien pour Nelly, parce que c'est difficile de savoir, c'est pas tout à fait une façade, c'est plus une enseigne. Et pour Eric, j'avais plus de mal à comprendre pourquoi cette architecture était problématique en termes de prise de vue. C'est parce qu'elle est circulaire, qu'il n'y a pas vraiment de point de vue ? Alors, principalement parce que j'ai mis 3 jours à l'apprendre pour des questions de contre-jour, en fait. J'ai dû me lever de plus en plus tôt le matin. Je l'ai prise à 5 heures du matin en été. Et il y a, à 2 mètres près, avec un 24 mm, on arrive à cadrer l'objet dans son entier. Mais il faut vraiment se percher sur un bloc électrique. Et donc, une des règles absolument incontournables du protocole de l'ARN, c'est de photographier l'objet dans son entier. Et c'est vrai que là, peu de choses près, je ne pouvais pas le prendre. Et surtout, je suis tombé plusieurs fois avec un soleil éblouissant. Donc, ce n'est pas du tout une question de cadrage. On est très rarement confronté à des problèmes de cadrage parce que quand il y en a un, on renonce immédiatement. C'est un peu la question suivante, c'était quelle est l'architecture qui a été la plus difficile à isoler visuellement ? Et... C'est l'occasion de répondre à Océane. Pour nous, les grandes infrastructures, c'est l'objet complexe parce que précisément, on ne peut pas le faire tenir dans le cadre dans son entièreté. Donc, on est obligé de photographier un segment. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux de tronquer un objet. J'ai beaucoup de mal à le faire. Et là, je me suis autorisé cet écart. Mais en règle générale, je peux pas le faire. Il y a quelque chose qui m'interdit de déroger à la règle de l'entièreté du sujet contenu dans l'image. Et c'est pareil évidemment. Mais je reviens sur ce que tu dis, c'est très impressionnant dans le cas d'Eric parce qu'il est même incapable de couper un poteau électrique ou une voiture. Ça devient quasiment obsessionnel. C'est comme si, en cadrant une photographie, en coupant un objet, il allait se retrouver coupé dans le réel. Enfin, c'est assez étrange, mais ça dit aussi le processus de évidemment prise de... un travail de ce type est
trouve forcément une pathologie. Enfin, il découle forcément d'une obsession, de quelque chose de pathologique. Moi, ma pathologie, c'est de faire que l'image contienne la totalité du sujet. Par exemple, le plan américain, pour moi, c'est une énigme. Comment on peut couper les jambes de quelqu'un, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Mais ces deux photos illustrent parfaitement des dilemmes, c'est-à-dire l'impossibilité, et voilà, on déroge parce que ça nous semble important de relater l'existence des grands sanatoriums, mais l'impossibilité de les prendre en entier est un truc véritablement cauchemardesque. On revient, puis finalement, voilà, la mort dans l'âme, on prend cette photo, mais Mais finalement, c'est la neige qui permet parfois d'isoler ce type de sujet et qui nous autorise à prendre cette photo. Est-ce qu'il y a des images que vous n'avez pas retenues parce que vous n'êtes pas parvenu à les isoler Enfin, presque toutes les images, on ne les prend pas finalement. On est en permanence confronté au renoncement. C'est un travail dans lequel la frustration est au coin de la rue. C'est-à-dire que des très belles choses, il y en a beaucoup, mais il y a toujours un arbre, une voiture, quelque chose qui empêche l'acte photographique, en tout cas qui l'empêche dans la mesure qui, pour nous, est hyper importante, c'est-à-dire qu'on fait du packshot, on fait de la photographie de studio. On isole un objet et on le monte dans sa totalité. Ça, c'est vraiment le fondement de l'Atlas des régions naturelles. Et évidemment, ça exclut presque 90% des sujets qui mériteraient de l'être, mais qui, pour des raisons contextuelles, sont impossibles à prendre. Inversement, ça donne leur chance à des objets très ordinaires, très médiocres, mais qui sont magnifiquement disposés. Ça leur donne une chance d'être montrés. Donc, ça a deux vertus, ça a une vertu et un défaut. Une fois que vous avez réalisé la prise de vue, il faut les intégrer à l'Atlas. Et comme il y a une limite de 50 vues pour constituer le portrait général de ces régions, je me demandais quelle image d'architecture vous a posé le plus de problèmes en termes de choix. Alors, sur le site internet, en fait, on se permet de publier plus de 50 photographies par région, à partir du moment où dans une région, il y a beaucoup d'objets qui sont récents et qui ne dépendent pas vraiment du caractère de la région. Une station-service, un distributeur de pizza, enfin, ce genre de choses, une piscine verticale, qui en fait s'ajoute, voilà, mais qui s'ajoute aux 50 photographies portraits. Moi, j'ai choisi une boucherie parce qu'il y a énormément de commerces à l'abandon dans les villages et les bourgs de France, mais qu'on ne pourrait pas tous les photographier et tous les représenter parce qu'au final, dans l'ensemble, dans l'archive globale, ça donnerait une impression de désuétude complète et qu'on n'a pas forcément envie qui n'est pas vraiment notre propos, en fait. J'ai choisi une maison quasiment lambda, simplement parce que la première fois où on a eu la conscience, enfin l'impression que ce travail allait mener quelque part, c'est quand on a réussi à photographier une maison. Pour nous, photographier une maison, c'était la chose la plus difficile parce que il y a évidemment des millions de maisons en France et décider d'en photographier une plus qu'une autre, ça a été longtemps un obstacle. Longtemps, on passait devant des maisons et on se disait ce sera la prochaine. Jusqu'au moment où on s'est dit, mais quand même, à force de repousser les choses, on ne va pas en photographier. Donc ça, c'est un peu une photo très ordinaire, d'une maison très ordinaire, mais qui a été un déclic, c'est-à-dire que là, on s'est arrêté, on a dit, c'est une maison ordinaire, c'est un paysage ordinaire, rien d'exceptionnel, mais on va s'arrêter et on va prendre cette photo, et ce sera une sorte de victoire sur l'incapacité qu'on avait jusqu'alors à se décider, à choisir. Là, il y a une forme de non-choix qui intervient, qui est juste un non-choix programmatique. Il faut photographier des maisons, on va photographier des maisons, et on photographie une maison. Tu as un peu répondu à la question qui était quelle est l'architecture la plus difficile à catégoriser. Ensuite,
quand tu parles de la maison, effectivement, qui est finalement vous arrête pour sa banalité, quelque part, il y a quelque chose d'assez fondamental dans l'Atlas, qui est aussi une sorte de cartographie de la banalité. Et donc voilà, je vais passer aussi à la question suivante. C'était quelle est l'architecture la plus récente présente dans l'ARN? Et c'est marrant que vous ayez choisi deux choses très différentes, parce que je pense que c'est deux compréhensions, deux façons de comprendre la question très différemment. Donc, la tour icône de Jean Nouvel, c'est parce que tu la considères comme architecture ou parce que c'est vraiment la dernière que vous aviez photographiée? Enfin, alors, la plus moderne. C'est la plus récente en termes de construction. C'est 2000. Je crois qu'elle a été inaugurée début 2020. Donc, c'est les plus récentes. Voilà. C'est Nelly qui a gagné. C'est des photos qui sont classées dans la rubrique Nouvelle architecture nouvelle. C'est-à-dire qu'on se réfère à la ville nouvelle comme... Enfin, pour nous, la ville nouvelle, évidemment, c'est un chapitre très important parce qu'elle redéfinit l'idée de la ville. Mais sur le fait d'inscrire dans l'histoire le mot nouveau comme... caractérisant une époque, ça empêche évidemment toute possibilité... C'est Jean Nouvel en plus. Donc, exactement. Donc c'est nouvelle architecture nouvelle, c'est-à-dire une architecture qui vient se superposer à la ville nouvelle et qui prend des caractéristiques souvent assez spectaculaires, comme on peut voir. Pour ton choix, Nelly, donc c'est vraiment pour toi le bâtiment le plus récent là, de l'ARN. Je ne sais pas si c'est précisément le dernier objet construit qu'on a photographié, mais en tout cas, ça y ressemble. C'est un petit logement collectif. Je ne sais pas, peut-être qu'il est en Haute-Savoie. On voit qu'il qui correspond presque à la photographie publicitaire. Donc voilà, il vient d'être l'angle de la simulation est pratiquement le même que l'angle de prise de vue. À l'inverse, je vous ai demandé quelle était l'architecture la plus ancienne présente dans l'ARN. Donc il y a beaucoup de mégalithes, j'ai vu. Ouais. C'est assez impressionnant. Mais je me demandais s'il était possible de voir dans l'ARN une sorte d'évolution logique de l'architecture telle qu'elle est enseignée. C'est-à-dire qu'on passe de période en période. Est-ce que vous, en parcourant le site, quelque part, on peut comprendre l'ensemble de l'histoire de l'architecture, en fait, des mégalithes jusqu'au pavillon Alors, on a une rubrique qui est encore incomplète, mais qui est intéressante, qui est les chronogrammes, c'est-à-dire la façon dont, notamment jusqu'à la fin de la Première Guerre, à l'entre-deux-guerres, les architectes, les maçons, notaient la date de construction de la maison. Donc, on fait un siècle de construction à travers des portraits de maisons contenant leur chronogramme dessus. On est confronté évidemment au fait que dans les deux guerres mondiales, il n'y a pas eu de construction, donc on a deux gros trous massifs dans les deux guerres. Mais sinon, on avance progressivement et je pense que ça offrira une photographie assez objective de l'architecture de 1850 à 1950, puisque précisément chaque bâtiment est daté par le constructeur. En tout cas, ça offrira une vision objective de l'architecture qui était une architecture de maçon où les gens se donnaient la peine de se projeter dans le futur et dire voilà, il y a eu un âge d'or, c'est dans les années 30, on va dire entre 34 et 36, 37, 38, tous les objets construits comportaient un chronogramme. Mais sinon, on fait un tel... On zappe tellement l'architecture, on va dire, pré-moderne, pas volontairement, mais c'est vrai que tous les châteaux, les églises, on a décidé de pas documenter des choses qui étaient déjà extrêmement documentées et bien documentées, de manière à se concentrer, avoir plus de temps pour faire le reste. Là, il y a ça parce que c'est un objet tellement sculptural et au fond, on a gardé un contact très fort avec notre culture de la sculpture, c'est-à-dire que on a une appréhension de ces masses minérales qui
qui renvoie à la sculpture. Et c'est vrai que quand on voit un objet comme le temple de Janus à Autun, on peut le considérer comme un objet historique, mais aussi comme un objet plastique. Et on a encore cette résurgence de nos goûts de la sculpture qui ressurgissent comme ça à travers des objets. Mais la datation des objets, ça fait partie, avec peut-être l'identification du matériau, ça fait partie des lacunes, parce qu'on n'est ni architecte, ni historien, ni géologue. Et finalement, les champs sont assez larges sur le site, mais on espère pouvoir... Enfin, c'est vrai que dans le découpage temporel du site, on commence avec un tag qui concerne l'après 1850, mais auparavant, on est incapable de situer dans le temps une architecture. Je vais avancer assez vite. Donc je vais poser, comme on était dans la question de l'histoire, la question de comment, quelque part, l'événement s'intègre dans le projet ARN, et comment, par exemple, quelle architecture était pour vous un peu symbolique d'une crise qui a commencé après le début du projet, donc la crise des Gilets jaunes. Et donc, Eric avait proposé le garage Horizon 2000, qui est un garage abandonné, et Nelly, le centre des finances publiques, qui était muré le jour de la manif des Gilets jaunes au centre de la France, à Bourges. Je vais avancer assez vite Je vous ai posé la question, quelle est l'image d'architecture la plus iconique de l'architecte le plus représenté dans l'ARN ? Et donc, c'est Perret, est-ce que c'est Perret ou est-ce que c'est Philo le plus représenté dans l'ARN ? Alors, c'est en train de devenir Philo parce que notre œil s'aiguise et on est capable de les repérer dans un sous-bois à une distance d'au moins 200 mètres. On est devenus des vrais tireurs d'élite de cabanes Philo. Et moi, j'ai mis Perret tout simplement parce qu'on aime beaucoup Le Havre et que chaque fois qu'on y va, de fait, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Quelle image ouais, voilà, c'est la seule image où vous avez répondu de concert. C'est quelle image d'architecture vous semble la plus représentative d'une architecture sans architecte ? Bon, on va... C'est amusant parce que Océane avait choisi aussi cette photo. On ne s'est pas concerté et sur les 15 000 images qui figurent, on est tous les trois tombés sur cette image qui parle d'elle-même, je crois. Et inversement, je vous posais donc la question, quelle image d'architecture vous semble la plus représentative d'une architecture d'architecte ? Et donc on a deux bâtiments, un bâtiment très récent, la Mecca à Bordeaux, et l'église de Parent à Nevers. Voilà. Je me demandais si vous consultez, vous avez la possibilité d'accéder à l'ARN aux requêtes qui sont faites, et si vous pouvez vous ne pouvez pas cartographier, vous ne pouvez pas savoir s'il y a beaucoup de demandes sur certaines images ou pas. Non. D'accord. Bon, alors je vais passer à la question suivante. C'était quelle image d'architecture vous semble représenter un patrimoine en train de disparaître ? Et je me demandais dans ce cadre-là si vous preniez plus d'images. Je ne sais pas si vous prenez beaucoup d'images de chaque sujet, mais dans le cas d'architecture appelée à disparaître, est-ce que vous documentez encore plus parce que vous pressentez que c'est un patrimoine en voie de disparition ? Alors moi j'ai choisi cet hôtel plus parce que c'est tout un système qui est en train de disparaître. C'est pas tant cet hôtel lui-même que le principe du tourisme local, c'est-à-dire que les hôtels indépendants sont pratiquement tous abandonnés, et ce qui est abandonné avec ces hôtels, c'est le principe d'une lenteur, d'une visite territoriale qui est liée à la lenteur, qui est liée à des réservoirs d'essence qui contiennent 30 litres et on peut faire 200 km maximum dans une journée. Et j'aime beaucoup ces hôtels parce qu'ils racontent très très bien
l'arrivée du tourisme entre deux guerres, la démocratisation, comment il y a eu des élans et des enthousiasmes. Et celui-là est l'apogée de l'enthousiasme du tourisme vert d'après-guerre, on va dire, avec un bâtiment qui est complètement disproportionné. Il se situe à Aubusson. Aubusson, c'est quoi, 6000 habitants. C'est complètement fou comme bâtiment. Mais il y avait cette espèce d'élan qui maintenant subsiste vaguement à l'état de vestige. Et pour répondre à ta question, on va prendre maximum 2, voire 3 photographies d'un même bâtiment, mais pas plus, parce que l'archive était déjà tellement grande et les fichiers toujours plus lourds qu'on ne pourrait pas accumuler comme ça une grande quantité. Mais généralement, on prend une image de 3/4, une image de face, et voilà, ça constituera le témoignage d'un bâtiment comme celui-ci. Je vous ai posé la question, quelle était l'image d'architecture la plus générique de l'ARN? C'est marrant parce que vous avez compris la question comme presque quelle est l'image la plus symbolique du projet. Alors, donc, voilà, vous avez proposé... Moi, j'étais totalement incapable de choisir une image générique parce que précisément, on fait que des images génériques. Donc, choisir une image générique dans un travail d'image générique, ça me semblait compliqué. J'ai choisi cette image qui est très étonnante, qui est une grange... qui est en train de tomber en ruine et qui a été recouvert d'un toit qui lui-même tombe en ruine. Mais ça m'a semblé être une bonne image de ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on a mis à l'abri, comme cette grange est mise à l'abri, l'Atlas des régions naturelles, c'est un peu la structure au-dessus qui permet de protéger ce bâtiment en dessous, qui illusoirement, probablement, recule dans le temps la disparition de celui qui est en dessous. Pour moi, c'était plus comme un générique de film, à vrai dire. C'est la dernière question et je vous demandais avec le recul l'image d'architecture que vous souhaiteriez refaire et pourquoi. Alors moi, j'ai choisi celle-là parce que on était très pressés ce jour-là et c'était très compliqué l'accès, il y avait des barrières et tout. J'ai réussi à rentrer dans le terrain, j'ai pris la photo très rapidement. Nelly m'attendait dans la voiture. Et effectivement, la photo n'est pas de bonne qualité et j'ai peur que le bâtiment ait disparu depuis. Donc c'est dans le pays de la Loire. Je suis extrêmement stressé de penser que ce truc ait pu disparaître sans qu'il ait été correctement documenté. Voilà, ça me semble presque une urgence de le faire. Moi, j'ai choisi une photo de la Grande Borne d'Émile Aillot à Grigny, parce que c'est une photo qu'Éric a prise avant l'ARN, en fait. Et puis, on vit en banlieue sud de Paris, et on était allé un peu visiter cette cité, sans vraiment se soucier du fait que ça puisse poser problème ou non de prendre des photos dans ce type de cadre. Et malgré tout, on l'a fait un peu vite, et moi, je me suis surtout fixée sur des détails, et j'aimerais vraiment refaire l'expérience de cet endroit. Alors c'est compliqué parce que tout a été refait et en plus il y a des questions qui sont pour le coup des questions sociales complexes de comment photographier dans une des cités qui est réputée être la plus dangereuse de France sans en être sans faire un travail d'infiltration très long et d'être en quelque sorte protégé par des aînés ce qui n'est pas notre cas, on agit toujours en freelance. Enfin, je veux dire, quand on va très vite, on demande jamais d'autorisation, on passe, on prend une photo et on s'en va. Il y a quelque chose de très rapide et de très spontané. Donc là, ça demande, une infiltration, on va dire. Je te laisse la parole. Merci. Je vais faire un peu rapide parce qu'il reste peu de temps et probablement des gens ont envie de poser des questions, donc préparez vos questions dès maintenant parce qu'on va être un peu pressé. Tout à l'heure, Éric, tu disais que tu avais rêvé d'être architecte et pourtant, lors des discussions qu'on a eues en préalable et pour préparer cette soirée, vous disiez que vous n'étiez pas des amateurs d'architecture et même que l'architecture en tant que discipline vous indifférait et ce qui vous intéressait, c'était ce que les gens construisent. Alors, comme on est à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui abrite aussi l'école de Chaillot, qui forme les futurs architectes du patrimoine et aussi les architectes urbanistes de l'État, je trouvais qu'il était intéressant de parler assez rapidement de 2 sujets qui traversent l'ARN, qui sont d'une part l'autoconstruction et d'autre part les vestiges et le patrimoine.
Donc je voulais juste rappeler, pour prendre la casquette de l'architecte de la table ronde, que dans la loi, il est obligatoire d'avoir recours à un architecte lorsqu'on construit ou qu'on modifie un bâtiment qui fait plus de 150 mètres carrés. Ça a longtemps été 170, et c'est un seuil qui a été abaissé récemment en 2017. Et c'est une obligation qui s'applique à tous les bâtiments, sauf aux bâtiments agricoles. Et donc ce seuil de 150 mètres carrés est toujours en débat et sujet à vraiment une ligne de défense par les architectes qui cherchent toujours à l'abaisser. Beaucoup d'architectes qui cherchent à l'abaisser pour pouvoir contrôler une part plus importante de la production bâtie. Et finalement, quand on observe la nature de la production bâtie représentée par l'ARN, on se rend bien compte qu'une part énorme de la production construite échappe véritablement aux architectes, voire aux professionnels de la construction. Et vous vous intéressez donc au même titre à l'architecture d'architecte qu'à l'architecture commerciale, à l'architecture utilitaire, qu'à l'architecture vernaculaire. Et je voulais un peu revenir sur cette notion d'architecture vernaculaire qui a émergé dans les années 80, je crois, et qui concerne finalement un type d'architecture répandu dans le territoire à une époque donnée, mais c'est en même temps une notion très floue qui intègre aussi une part de déterminisme géographique que l'on retrouve vraiment dans votre travail, mais qui sert aussi régulièrement à qualifier une production qui n'appartient presque à aucune catégorie prédéfinie. Donc c'est assez facile de qualifier d'architecture vernaculaire une architecture qui ne rentre vraiment dans aucune case. Et tout à l'heure, vous nous présentiez des séries d'objets et de bâtiments qui répondaient plutôt à des typologies. Il y avait des petits titres en bas qui étaient plutôt des titres typologiques. Mais ce qu'on peut dire pour les personnes qui ne connaîtraient pas très bien le site, pas encore très bien le site internet, qui ne l'aurait pas encore éprouvé, c'est que chaque image est taguée avec des petits mots-clés qui sont à la fois des mots-clés d'ordre typologique, mais aussi d'époque, de forme, de matériaux, etc., plus des séries personnelles que vous avez, des mots-clés personnels que vous avez mis en place pour créer des séries. Et finalement, je trouve que c'est difficile de pas passer à travers ces images, et je trouve qu'on a vraiment du plaisir à découvrir les catégories qui s'appellent autoconstruction, maison modeste, maison inachevée et aussi initiative personnelle. Et c'est un peu au travers ces images que j'ai choisies qui contiennent donc initiative personnelle, c'est des images avec des décors ou des ornements originaux qu'on apporte aux constructions. Et en fait, on a une représentation vraiment à la fois de l'inachevé, de l'accident, de la fragilité, de ce qu'on imagine être aussi une autoconstruction, avec l'utilisation des matériaux qu'on pourrait qualifier en architecture de matériaux pauvres, parfois précaires, peu coûteux comme le parpaing ou la brique, ou encore des matériaux récupérés, du réemploi de matériaux prévus pour un autre usage, qui sont mis en œuvre de manière spontanée, parfois bancale. Là, on a un exemple typique de ça. Et avant de vous poser juste une question, je voulais repenser un peu en souriant à Adolf Loos, qui est le défenseur du dépouillement intégral dans l'architecture moderne, qui considérait l'ornement comme un crime. J'imagine que certains d'entre vous ont lu ce fameux livre. Et qui déclarait que finalement l'architecte était un maçon qui aurait appris le latin. Et ça paraît probablement totalement anachronique quand on regarde vos images, notamment quand on voit l'inventivité dont les sujets photographiques font preuve, du parpaing brut à la descente d'eau pluviale qui est mise en équilibre sur un seau, du projet inachevé à celui qui s'est développé finalement en plusieurs étapes successives que l'on voit. Et je voulais un peu, j'avais plein de questions, mais je vais m'en limiter probablement à une. J'hésite, mais je voudrais vous poser la question quand même de Bernard Rudowski, ce fameux architecte qui est l'auteur du livre mythique qui s'appelle Architecture sans architecte, qui est à la base d'une exposition au MoMA à New York en 64, et qui disait que la beauté, elle est dans la confrontation de l'intelligence humaine et de la nécessité. Je voulais vous demander si, d'une part, ce livre et ce travail étaient une référence pour vous, et est-ce que vous faites le même constat que lui? Est-ce que finalement la beauté est dans la confrontation de l'intelligence humaine et la nécessité? Et puis une petite question subsidiaire. Dans la conclusion de son livre, il dit « Toutes les sociétés ont l'architecture qu'elles méritent ». Et je pense que c'était une question que l'on pouvait vous poser. Est-ce que finalement vous pensez qu'on est dans une société qui a l'architecture qu'on mérite?
Alors, très rapidement. Bah ouais, on est pressé par le temps, non, mais désolé. très rapidement, j'éclaircis juste ton propos de départ qui était un peu une provocation de notre part, c'est-à-dire qu'évidemment, on s'intéresse à l'architecture, mais on aime bien dire que finalement, l'architecture, enfin, on a un tel goût de la chose construite dans tous ces registres que l'architecture d'architecte, on va dire, ou l'architecture d'auteur, c'est juste un rayon parmi tous ces rayons et on tient absolument à ce qu'ils ne prennent pas le dessus sur les autres. Et évidemment, on s'intéresse beaucoup à l'autoconstruction, précisément parce que c'est une métaphore de ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire c'est juste une représentation de l'Atlas des régions naturelles qui est évidemment une autoconstruction, qui est un objet à bien des égards bancal parce que nous ne sommes ni scientifiques, ni sociologues, ni architectes et qu'on agit principalement par intuition. Donc quand tu demandes si c'est la rencontre de l'intelligence et de la nécessité, je ne sais pas si c'est de l'intelligence, mais en tout cas pour la nécessité, on est complètement d'accord. Et moi je rajouterais un troisième terme qui me semble hyper important, c'est l'économie. C'est-à-dire que ce qu'il y a de beau dans l'autoconstruction, c'est qu'on construit avec des limites financières. Et c'est comment optimiser cette limite qui me semble être la vraie intelligence de l'autoconstruction. C'est comment, à partir de très peu, on va dépasser un peu le programme, quitte à faire que ce soit bancal, il y aura quelque chose qui va relever d'une ambition et qui va se traduire par des formes et des couleurs qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Et c'est vraiment... Mais c'est une ambition et une liberté qui existent grâce au fait que les auteurs de ces bâtiments n'ont pas peur d'un jugement ou alors qu'ils ont l'impression d'ajouter quelque chose à un bâti qui est commun. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de photographies d'initiatives personnelles, dans le sens où c'est vraiment l'affirmation d'une personnalité, d'un habitant ou même d'un maçon qui va créer un crépi un peu particulier et qui va, dans une période où on dit qu'on va vers une uniformisation, qui va là au contraire tout à coup se lâcher et offrir aux passants voilà un petit spectacle personnel et ouais, une vraie affirmation d'un goût particulier. Parce que si tu parles du maçon qui parle latin, moi je prendrais le maçon italien comme modèle de référence, c'est-à-dire quelqu'un qui a effectivement une science de la construction, mais qui à un moment, à la demande de son client ou en lui proposant, va se permettre un écart avec ce qu'il a construit 3 mois avant ou qu'il va construire 3 mois après, qui fait que effectivement la mécanisation de l'architecture n'est pas complètement aboutie. Elle a un écart, l'anomalie est possible. Et c'est vrai qu'on est dans l'éloge de l'anomalie. De la différence plutôt que de l'homogénéité ou de la standardisation. La standardisation, c'est très beau en tant qu'on rentre dans un lotissement, qu'on voit 50 maisons pareilles, il y a quelque chose de vertigineux, mais quand on rentre dans 50 lotissements et qu'on voit 50, là c'est plus du tout vertigineux, c'est juste ennuyeux. Et de passer de l'ennui au vertige et du vertige à l'ennui, c'est deux nuances importantes. Aussi qu'il va falloir leur laisser un certain temps pour être approprié, on espère. Ça, c'est une vraie question. Dans 20 ans, le lotissement sera devenu un vrai laboratoire de curiosité. Et ben, ça mène à ma question suivante et à la dernière partie, donc on va vraiment prendre 5 minutes. Mais je voulais qu'on parle de la notion de patrimoine. On est donc dans la Cité de l'Architecture et du patrimoine. Mais notamment de la question de la ruine et des vestiges. Parce que dans l'ARN, vous n'utilisez pas explicitement la notion de ruine, mais plutôt celle de vestiges, de ce qui demeure, ce qui reste, la marque laissée par quelque chose qui a été détruit. Et on trouve un classement des images par état. Alors les architectes sur leur site internet diraient projet, en chantier, terminé. Et vous dites chantier, dépôt de bilan, vestiges. Et donc les images que l'on voit ici, ce sont des images de vestiges qui répondent au mot-clé vestiges. Et vous n'utilisez pas le mot de ruine.
Et pourtant, dans la catégorie des images qui défilent à l'écran, on retrouve à la fois des décharges, des déchets industriels, des usines en démantèlement. Là, un bâtiment qui se noie et l'eau qui monte, des chantiers abandonnés ou encore des restes que l'on pourrait qualifier de patrimonialisés au sens de mise en valeur pour être préservé, un château que l'on verra dans quelques instants. On vous a beaucoup entendu parler de la notion de patrimoine ordinaire et vous dites notamment que vous documentez beaucoup de choses qui vont disparaître dans cette idée que l'ordinaire d'aujourd'hui devienne l'historique de demain. C'était une très belle formulation. Mais on vous a moins entendu parler de cette archive d'un état du monde qui rejoint selon moi la notion de ruine développée par 3 chercheurs dans un livre publié l'année dernière aux éditions Divergence qui s'appelle Héritage et fermeture. Je les cite au cas où ça intéresse quelqu'un, mais ça s'appelle Emmanuel Bonnet, Diego Landivar et Alexandre Monin. Et cette notion d'héritage me paraît très importante à aborder dans un lieu comme la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui se trouve être un lieu de valorisation et de préservation du patrimoine architectural, notamment parce que le terme de patrimoine est synonyme d'héritage, mais aussi parce que le patrimoine, dans son acception institutionnelle, contient en lui la notion de préservation, de maintenance et de valorisation. Et on ne souhaite pas forcément garder ce dont on hérite. Donc je pense que c'était une notion qui était intéressante. Et j'ai l'impression que l'Atlas des régions naturelles, c'est aussi une représentation à grande échelle de ce que ces auteurs appellent les communs négatifs, ce dont on hérite, les ressources matérielles et immatérielles négatives, et qui concernent aussi les centrales nucléaires, les déchets, les usines désaffectées, les rebuts. Je sais qu'on vous a souvent reproché, ou on vous a souvent qualifié votre atlas des régions naturelles d'un atlas de la France moche, et je pense qu'on n'est pas du tout là-dedans, je voulais le préciser, lorsque je parle de communs négatifs, mais je pense que ça rejoint tout à fait l'artiste américain Robert Smithson qui parlait des ruines à l'envers, finalement des bâtiments qui s'érigent en tant que ruines, et finalement cette idée de la ruine instantanée, de la ruine immédiate et de la ruine totale. Et j'ai l'impression que la RN, c'est aussi une représentation du monde tel qu'il est aujourd'hui, avec ses fragilités, ses accidents, et que en cela, comme vous le disiez à l'instant, c'est un outil politique très important. Et en préparant cette discussion, vous nous disiez que plus une architecture est pauvre, plus l'image est riche. Et donc, j'aimerais vous poser 2 questions. D'une part, qu'est-ce qu'une architecture pauvre ? Et la deuxième, qui est plutôt une question rhétorique, mais est-ce que vous pensez que l'acception institutionnelle du patrimoine, elle est obsolète ? Alors pour le... Ouais, désolé, il reste 5 minutes. Mais pour la question du patrimoine, c'est extrêmement compliqué. On était en contact avec des gens du patrimoine pour faire une présentation. Justement, nous, on se situe extrêmement en porte-à-faux sur ces questions. On n'est pas du tout spécialisé dans des questions qui sont complexes. On a l'habitude on a réduit les choses à une formule qui est un peu provocante, qui est de dire que là où le patrimoine passe, l'institution du patrimoine passe, le patrimoine trépasse. Et c'est excessif et provocateur, mais on y est confronté en permanence. C'est-à-dire qu'en permanence, on arrive dans un village dont l'église a été restaurée. Et c'est le type de restauration en cours qui consiste à refaire de pied en cap un crépi. Pour nous, ça nous semble être vraiment une destruction de l'édifice. Parce qu'elle arrête son histoire, elle la fige au moment présent, comme si on arrivait à la fin d'une histoire, à la fin presque d'une épopée, quoi. Alors qu'en vérité, moi j'ai l'impression que des bâtiments patrimoniaux qui nous intéressent le plus, c'est des bâtiments qui vont avoir une nouvelle vie, qui vont pouvoir être réutilisés. Je pense aux dépendances agricoles qui sont au bord des routes, qui seraient finalement qui sont des dépendances abandonnées, qui sont un peu des vestiges agricoles contemporains et qu'on utilise comme panneaux de signalisation ou panneaux support à graffiti en fait. Nous, ça va surtout nous intéresser à partir du moment où il va y avoir des superpositions d'histoire. On va dire qu'on est plutôt dans une optique de rafistolage. Pour nous, le terme qui nous semble le plus juste concernant la conservation du patrimoine, ce serait une théorie du rafistolage plutôt que de faire
une remise à zéro complète. On aime beaucoup les empiècements sur une toiture plutôt qu'une toiture intégralement neuve, parce que précisément elle raconte les strates qui se sont succédées. La deuxième partie de ta question, l'architecture pauvre, pour nous est pauvre quelque chose qui prétend pas être riche. C'est-à-dire que on a un extraordinaire chapitre qui est l'atoll ondulé. L'atoll ondulé qui est un peu notre star, c'est un peu notre matériau fétiche, surtout en Normandie, où on utilise encore de la tôle ondulée qui rouille. Maintenant, c'est des tôles ondulées qui ne rouillent plus. Mais en Normandie, on a développé une science de la superposition des couches qui, à l'arrivée, produit des objets complètement extraordinaires, visuellement. Je veux dire que l'idée de rafistoler pour que ça tienne encore le temps que ça tiendra me semble être... pour nous, l'idée de patrimoine devrait s'orienter vers un projet de rafistolage plutôt que vers un projet de conservation. Quand on voit tout le petit patrimoine, les fours à pain dans les villages qui sont plus utilisés, qui sont figés sous une... C'est un peu comme du Botox qu'on injecte... c'est assez affreux en fait, parce que le bâtiment ne vivra plus jamais. Il est juste coulé dans une sorte de résine qui a la couleur et à peu près la matière définie par les instances historiques, mais pour ce qui est du reste, la sensibilité de l'objet a disparu. Et pour nous, c'est vraiment un truc... Je veux dire qu'on ne peut pas ne pas être pris d'une sorte de grande tristesse quand on voit des villages qui sont... dont on refait à l'occasion de la pose de la fibre optique, on creuse des tranchées, puis après on rajoute des lampadaires, des machins, et qui sont des annulations pures et simples de l'identité d'un village. Ça a lieu partout. C'est une catastrophe à grande échelle, mais qui se produit d'une manière complètement infinitésimale, parce que qui se soucie d'un village de 57 habitants dont on va décorer les rues avec des pots de fleurs inadéquates. Voilà, c'est un peu... mais ça, c'est des questions très complexes sur lesquelles on se sent pas forcément apte à répondre et qui demanderaient beaucoup de temps, surtout. Voilà, en tout cas, je crois que le moment de se séparer est venu, n'est-ce pas? Et on vous remercie tous. Voilà, j'espère que...